Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce lundi 10 juillet. Voici les grands titres de ce journal. Nous reviendrons sur l'événement de ce week-end. On parle de plus de 30 000 personnes réunies pour participer à la fête de la danse, des scènes un peu partout, de la grâce, de la joie, un très beau spectacle. Ce sera le Focus Info de ce journal. Nous avons vécu le mois dernier en juin le mois le plus chaud de tous les temps. L'ONU avertissait en fin de semaine dernière que le changement climatique était désormais hors de contrôle. Quelles répercussions cela a-t-il sur les mers et les océans? Réponse dans ce journal avec Jean-Marc Fromentin, chercheur à l'IFREMER. Alors que nous fêtions à la fin du mois de mai, puis lors d'un déplacement princier en juin à New York, le 30e anniversaire de l'admission de Monaco à l'ONU, nous nous rendrons dans cette édition à Genève où se tient la 53e session du Conseil des droits de l'homme. Nous découvrirons le travail au quotidien des équipes de la mission permanente de Monaco sur place. C'est le coup d'envoi aujourd'hui du MC Summer Festival. L'affiche est belle avec de nombreuses dates et beaucoup de stars internationales. Chris Isaak, Sting, Norah Jones pour ne citer qu'elle. Nous serons avec Gilles Marsan, le directeur artistique de la SBM, pour nous dévoiler le programme estival. Et puis avec la directrice du guide du Petit Futé Côte d'Azur Monaco, nous partirons à la découverte de bons plans et de belles adresses. Mais débutons ce journal par un coup de chapeau bien mérité. Les bacheliers qui ont décroché la mention très bien ont été mis à l'honneur en fin de journée aujourd'hui au lycée Albert Ier en présence du ministre d'État notamment. Ils sont 62 dans la filière générale, 1 en technologie et 4 pour le bac professionnel. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. La recette, c'est les profs. Franchement, j'ai eu les meilleurs profs de spé. Ils étaient hyper à l'écoute et je trouve ça aide beaucoup déjà, ça, de travailler en classe et de ne pas avoir à tout faire à la maison et tout, ça aide beaucoup. C'est le travail constant pendant les 2 années en première et en terminale et après, il ne faut pas avoir des notes fantastiques mais juste un travail constant et on peut l'obtenir très facilement maintenant. Alors moi j'ai eu maths et physique et moi je pense que c'est vraiment de travailler tout au long de l'année, d'être organisé, de ne pas avoir de retard sur tout ce qu'on fait et de comprendre le mieux en classe. Beaucoup de révision et aimer ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que moi, la filière que j'avais, j'étais passionnée par ça et c'est vraiment ce que j'aimerais faire plus tard, alors c'était facile de réviser. Pour l'instant, je vais au lycée Sainte-Geneviève en prépa PCSI. Le but, c'est de passer les concours d'ingénieur dans 2 ans pour après avoir la meilleure école possible et j'aimerais devenir ingénieur automobile. L'année prochaine, moi, j'irai sûrement à l'école polytechnique de Lausanne, donc faire un bachelor en physique. Donc c'est comme une licence, donc c'est en 3 ans. Mais voilà, je suis motivée, donc ça devrait aller. Des réactions recueillies par Juliette Rappert. Jusqu'au 14 juillet se tient à Genève la 53e session du Conseil des droits de l'homme. L'ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès de l'Office des Nations Unies, Carole Lantéry, et ses collaborateurs ont contribué à 2 débats thématiques sur les droits des femmes, puis sur les effets néfastes du changement climatique sur les droits de l'homme. Nous sommes allés à la rencontre des membres de la mission permanente à Genève. Ils nous font partager leur travail au quotidien. Le reportage sur place d'Alexandra Pagny et Sylvain Péroumal. Niché dans un parc de 46 hectares, le Palais des Nations est le 2e siège le plus imposant des Nations Unies après celui de New York. Construit dans les années 1930, les bâtiments d'époque imposants sont représentatifs du style Art déco. Chaque année, quelques 8000 conférences y sont organisées. La principauté de Monaco y installe une mission permanente en 2000. Aujourd'hui, pour s'occuper des nombreux dossiers traités quotidiennement, l'ambassadeur représentant permanent, Carole Lantéry, est entouré de 2 diplomates monégasques. Il y a tellement d'organisations à Genève qu'en fait on s'ennuie jamais et les journées ne se ressemblent pas vraiment. Mais en gros, la plupart du temps, on est en réunion, que ce soit en ce qui me concerne pour les dossiers que je suis au Conseil des droits de l'homme, donc qui tient une session actuellement d'ailleurs, ou l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui va tenir ses assemblées à partir de jeudi. Donc il y a tout qui est au télescope, donc raison de plus pour ne pas s'ennuyer. Et on a une partie évidemment du travail qui se fait ici, que ce soit pour faire nos revues de presse, on fait des revues de presse quotidiennes, et puis pour traiter les affaires courantes. Elle est arrivée en novembre dernier, tout juste diplômée d'une licence en relations internationales à l'université de Saint-Andrews en Écosse et d'un master en affaires internationales à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Mathilde découvre le métier de diplomate.
De travailler pour Monaco à l'ONU, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'en étant une petite mission, on touche vraiment à tout. Et moi, c'est ça qui m'intéressait dans le multilatéral aussi. Et Genève, c'est vraiment une plateforme où tout est assez condensé. Donc ça me plaît énormément. Et puis depuis que je suis arrivée, je travaille plus sur tout ce qui est santé mondiale. Et c'était un domaine que je ne connaissais pas, qui est complètement nouveau pour moi. Donc beaucoup de nouvelles connaissances à acquérir. Après la session du Conseil des droits de l'homme, la mission suivra de près l'Assemblée générale de l'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Des dossiers traités en lien étroit avec la direction des relations extérieures et de la coopération pour déterminer les positions à adopter. Les Nations Unies que nous évoquions dans ce reportage d'Alexandra Pagny et qui, par la voix de leur secrétaire général, ont lancé un message alarmant jeudi dernier en annonçant que le changement climatique était désormais hors de contrôle. Les températures n'ont cessé de grimper au cours des derniers jours. Le mois dernier déjà a été le mois le plus chaud jamais connu sur la planète. Et dans ce contexte, nous avons voulu savoir quelles sont les conséquences pour les mers et les océans, dont la mer Méditerranée qui borde notre littoral et dont nous apprécions tout particulièrement les bienfaits en cette période estivale. Jean-Marc Fromentin, chercheur à l'IFREMER, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. On nous dit que la planète n'a jamais eu aussi chaud. C'est bien évidemment perceptible aussi dans les mers et les océans. Hélas, oui, la planète n'a jamais eu aussi chaud et les océans non plus. De toute façon, que ce soit l'air ou les eaux marines, on bat record année après année. Et bien sûr, ça affecte toute la faune marine et tout le fonctionnement des écosystèmes marins. Quelles sont les principales conséquences négatives de ce réchauffement sur les espèces marines? Tout d'abord, est-ce que cela peut décimer des espèces? Alors, décimer des espèces, ça va réduire beaucoup les abondances de certaines espèces. Les espèces vont se déplacer. Ça, c'est des choses qu'on a très bien documentées depuis plusieurs années, où on voit que les espèces ont ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des niches écologiques. En gros, elles ont un environnement, comme nous, les humains, dans lequel on se plaît. Et cet environnement, la température est importante. Et donc, les espèces, lorsque les eaux se deviennent trop chaudes pour un certain nombre d'espèces qui sont, on va dire, tempérées froides, eh ben, leur aire de distribution va changer et elles vont se diriger vers les pôles. Et donc, ce que l'on voit arriver, et ça c'est très net depuis une vingtaine d'années, c'est qu'un certain nombre d'espèces plutôt dites tempérées froides se déplacent vers les pôles. Et en Méditerranée, par exemple, on voit apparaître au contraire des espèces tempérées chaudes, voire des espèces tropicales. Alors là, il y en a plusieurs. Il y a des barracudas qui sont installés au large de Marseille. On a la dorade coryphène, on a du poisson ballon, de la rascasse volante ou des poissons lapins qui apparaissent dans nos environnements et qui s'y installent. Et la rascasse volante qui peut être, je crois, assez terrible pour son environnement immédiat. Hein. Absolument, oui. Là, je vous ai cité un certain nombre d'espèces, mis à part le barracuda, mais un certain nombre d'espèces qui ont des implications pas très positives pour les écosystèmes. La rascasse volante est aussi un très grand prédateur devant lesquels les espèces natives n'ont pas l'habitude, donc ils ne sont pas protégés. C'est une espèce toxique aussi, donc pour les pêcheurs, ce n'est pas terrible. Le poisson lapin, les cyganus, c'est des herbivores qui prennent la place de la saupe, qui est une espèce bien connue de toutes les personnes qui fréquentent la Méditerranée et qui, littéralement, éradique totalement les forêts d'herbiers, les herbiers et les forêts d'algues surtout, et qui ont des impacts sur notamment aussi tout le benthos et tous les petits animaux qu'on trouve au fond. On a vu tout récemment, Jean-Marc Fromentin, des requins sur la Riviera, plus fréquemment en tout cas que par le passé. Une tortue est également venue pondre la semaine dernière à Villeneuve-Loubet, pas très loin de Monaco. Ce sont des conséquences possibles aussi, ça, du réchauffement? Il n'y a probablement pas que le réchauffement, mais le réchauffement il y est probablement pour quelque chose. Alors, parce que ce soit les requins ou les tortues, c'est des espèces qui sont quand même pas mal impactées par la pêche ou par des activités humaines diverses et variées, par les pollutions. Donc, on va avoir des conjonctions d'effets liés au changement climatique, à la pêche, etc., qui vont s'additionner. Mais par rapport aux tortues, je ne connaissais pas l'exemple que vous citiez sur Villeneuve-Loubet. C'est arrivé cette semaine et c'est une première. Voilà, dans l'Hérault, c'est arrivé aussi, c'était une première.
où il y a une tortue qui a pondu à proximité d'Agde, sur une plage vers Agde, pour la première fois, c'était il y a 3 ans. Donc ça, c'est pas impossible que ça soit lié à la fois à des mesures de protection sur les tortues, où on fait plus attention, notamment sur les prises accessoires des pêches, et donc elles sont un peu protégées, et au réchauffement, et les tortues cherchent de nouvelles aires de reproduction. Donc il y a un déplacement de certaines espèces. Est-ce que ce réchauffement peut aussi entraîner des proliférations de certaines espèces? Alors, je pense aux méduses, mais il y en a peut-être d'autres? Dès l'instant où il y a des problèmes de déséquilibre dans le fonctionnement des écosystèmes, on peut avoir des proliférations de certaines espèces. Ça, c'est bien connu. Alors, les proliférations peuvent avoir lié, encore une fois, à des pollutions qui vont tuer tout un tas d'espèces et donc rompre les équilibres entre les espèces. Ça peut être lié à la pêche et ça peut être lié aussi au changement climatique. Et donc, mais alors ça, c'est assez compliqué pour nous, en tant que scientifiques, pour savoir quelles sont les véritables causes de ces proliférations. On pense aux méduses, mais les proliférations de méduses, il y en a toujours eu un peu. Mais il est vrai qu'en retirant un certain nombre le changement climatique, en créant un petit peu de nouveaux équilibres et avec des apparitions de nouvelles espèces, des départs d'espèces natives, on peut générer des déséquilibres et avoir des proliférations. On a parlé pour l'heure que des conséquences négatives. Est-ce que, à l'inverse, ce réchauffement climatique a des vertus sur les mers et océans? Il y en a qui sont un peu inattendues. Et figurez-vous, le thon rouge, par exemple. On a des espèces un peu avec des caractères un peu tropicales qui étaient un peu limitées dans leur expansion en Méditerranée. Et le thon rouge était parmi ces espèces-là. C'est une espèce qui est plutôt tempérée chaude, on va dire, qui se reproduit en Méditerranée. Mais tout le genre des espèces de thon sont des espèces qui sont originaires des tropiques. Et donc le thon rouge est une espèce qui a en quelque sorte colonisé les mers un peu, on va dire, un peu moins chaudes, mais elle était limitée au niveau de sa reproduction. Les larves ne supportaient pas le fait d'être à moins de 20-22 degrés. Et le thon se reproduit en juin, et en Méditerranée, 20-22 degrés, il y a 20 ans, ce n'était pas chaque année qu'on le retrouvait. Et on s'aperçoit que depuis qu'on a un réchauffement des eaux, la reproduction du thon rouge se passe beaucoup mieux, et on a probablement, le thon rouge est revenu grâce à des mesures de gestion pour empêcher la surpêche, mais le réchauffement climatique l'a favorisé. Donc on a des fois des surprises un peu écologiques comme ça. Oui, ce qui est plutôt effectivement très positif pour le thon rouge, dont on sait qu'en principauté, on s'est énormément battu pour reconstituer ces stocks. Merci Jean-Marc Fromentin de nous avoir apporté cet éclairage sur les conséquences du réchauffement des mers et des océans. Je vous en prie. C'est parti pour une nouvelle édition du Monte Carlo Summer Festival, avec encore une fois de grands noms, que ce soit dans la Salle des Étoiles ou à l'Opéra Garnier, entre Sting, Norah Jones, Chris Isaak, Ricky Martin ou encore Mika, comme nous l'explique le directeur artistique de la SBM au micro de Fabien Bonilla. Ça commence ce soir et cette semaine. Donc cette semaine, nous avons 2 concerts à Garnier avec Chris Isaak et Norah Jones. Et ici, le projet avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et Ricky Martin. Vous voyez le montage derrière nous. Et dimanche, Seal. Ça, c'est la première semaine. Ensuite, nous avons la soirée Fight Test Monaco avec le tribute de Michael Jackson. Nous avons Sting, le concert assis au Sporting. Et la semaine d'après, c'est la semaine de la Croix-Rouge, le 29 juillet, avec Robbie Williams. Et puis des concerts, le billionnaire a sorti Monte-Carlo le 31 juillet. Nous sommes ouverts jusqu'au 22 août, tous les soirs avec le billionnaire, excepté les soirs de concert. Les soirs de concert avec Mika le 4 août, Eros Ramazzotti le 8 août, Nile Rodgers et Chic, ça va être un concert sublime, le 12 août et le 19 août, Tarkan. Le billionnaire, lui, terminera le 22 août. Il y a aussi une nouveauté à la direction artistique. Alfonso Sula est arrivé la semaine dernière en tant que directeur artistique adjoint. Donc il va travailler avec moi sur la programmation future et surtout sur les prochaines années, puisqu'il va prendre la main quand je vais arrêter bientôt. Oui, et le passage de témoin officiel à la direction artistique de la SBM devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Il vient de paraître Le Petit Futé, le bien nommé édition 2023-2024 est disponible. Il regorge de bons plans et de belles découvertes sur la Côte d'Azur et plus particulièrement pour un large chapitre à Monaco. Sa directrice est notre deuxième invitée. Bonsoir Isabelle Drezen. Bonsoir Patricia. Monaco, c'est un must de l'été pour les visiteurs qui se rendent sur la Côte d'Azur.
Tout à fait, ça fait partie d'une halte incontournable pour les touristes qui viennent visiter notre belle Côte d'Azur. Mais qu'est-ce qui plaît tant à Monaco? L'histoire peut-être, son patrimoine à travers les différents quartiers. Alors je pense au palais, au casino bien évidemment. Tout à fait. En fait, Monaco a différentes facettes. Il y a un côté très culturel et historique avec le Rocher, où les gens font une halte au palais, avec la nouvelle attraction, en plus avec les fresques de la Renaissance, que j'ai eu la chance de revisiter la semaine dernière. Il y a le musée océanographique, vraiment un côté culturel. Et puis il y a l'autre facette de Monaco, qui est plus le port Hercule ou alors Monte-Carlo, avec le côté un petit peu plus fast et les grandes boutiques et les grandes marques internationales qui s'y retrouvent. Donc c'est un petit peu les deux côtés. Et puis alors depuis l'année dernière, il y a un pôle d'attraction sur le port, c'est le musée des véhicules du Prince Albert II. Ah, ça plaît énormément et il est beaucoup plus visible depuis qu'il est de ce côté-là. Et on peut visiter, il n'y a pas que les vieilles voitures, il y a aussi les supercars, etc. Donc c'est vraiment une belle attractivité nouvelle pour Monaco et moi j'adore ça personnellement aussi. Dans le Petit Futé, quel circuit recommandez-vous à vos lecteurs qui viennent à Monaco ? Oh là là, alors circuit, il y en a pas mal. Déjà de commencer pour les gens, comme je disais tout à l'heure, qui aiment la culture, commencer par le Rocher, parce que je trouve que c'est vraiment un quartier extraordinaire, à la fois avec ce qu'il y a à découvrir et avec la vue. Quand on est face au musée océanographique, on a une vue quand même extraordinaire sur la Méditerranée. Après de descendre, alors si les gens n'ont pas le temps de grignoter un petit bout sur le Rocher, de descendre vers le port Hercule, visiter un petit peu la rue piétonne et puis après de remonter sur Monte-Carlo, faire un petit peu les boutiques dans le nouveau Carré d'Or et pourquoi pas se faire un petit bain, une petite plage du côté ensuite du Larvoto. Mais alors comment procédez-vous d'année en année? Vous avez des enquêteurs en quelque sorte qui sont chargés de vous dénicher des petites pépites? Tout à fait. Déjà, on est sur place à l'année. Ça, c'est vraiment un gros avantage par rapport aux autres maisons d'édition qui ne sont pas sur place. J'ai toujours une journaliste, un auteur dédié qui est basé sur Monaco ou sur la Côte d'Azur. Donc, puis on fouine, on nous informe les nouveautés, nous appelle en disant tiens, on a ouvert tel et tel établissement et on passe voir, on passe tester. On fouine un petit peu à droite et à gauche. Les lecteurs parfois nous conseillent également à travers les avis des établissements à découvrir. Enfin voilà, on a pas mal de sources d'infos, mais on est là à l'année. Et est-ce que vous avez noté de nouvelles demandes en matière de découverte et de voyage? Est-ce que cela a évolué? Depuis la post-Covid, on va dire, le touriste français ou européen essaye un petit peu d'aller vers ce qu'on appelle le slow tourisme, tout ce qui est un petit peu écolo. Et ça fait partie des nouvelles donnes. Et d'ailleurs, on a une nouvelle collection en Europe qui est éco-responsable avec des éditions des Petits Futés, Provence, Alpes, etc., dédiées complètement au slow tourisme. Et j'espère que ça va arriver et qu'on va en préparer un sur 2024 sur la Côte d'Azur et Monaco également. Et comment les guides de voyage font-ils pour se renouveler ou innover à l'heure où le digital prend une telle importance? Le Petit Futé a toujours été un peu pionnier dans la démarche puisque au tout début du digital, on avait déjà des applis, on a un site qui était déjà très interactif, on va dire. Quand vous allez feuilleter le Petit Futé de cette année, vous allez voir qu'on a caché, il y a des petits QR codes qui sont labellisés avec un téléphone. Et en fait, on a une application qui s'appelle petitfuté.app. Il suffit de la chercher sur Google, il n'y a pas besoin de la télécharger. Et ensuite, vous prenez avec votre appareil photo la page, tout simplement, de l'établissement qui vous intéresse. Et hop, en quelques secondes, vous êtes renvoyé en fait, sur petitfuté.com/l'établissement en question. Et là, vous avez tout le contenu additionnel qui apparaît avec l'actualité de ce dit établissement. Donc le Petit Futé essaye toujours de se rénover, ça fait partie, ça s'appelle de la réalité augmentée, mais on a également plein de choses, des podcasts, on a de la vidéo intégrée et le support papier en fait est un ancrage où ensuite le lecteur peut être envoyé sur nos différents supports numériques. Alors on a parlé de la destination Monaco que vous mettez si bien en valeur, mais pour les téléspectateurs monégasques qui nous regardent et qui vont peut-être rester dans la région en cette période estivale, hors les frontières, à proximité, quelle sortie sympathique leur recommanderiez-vous ?
Le Petit Futé Côte d'Azur Monaco est fait également, c'est ça, j'allais le préciser pour les résidents de Monaco, puisque quand on veut un petit peu sortir de la principauté, il y a tout un tas de merveilles à découvrir, que ce soit côté montagne avec toute la vallée des merveilles, on peut aller dans l'arrière-pays de Grasse, l'arrière-pays de Vence, enfin il y a énormément de choses à la fois au plan culturel, au plan sportif, et donc le Petit Futé, voilà, c'était une bible pour découvrir toutes ces adresses en dehors des frontières de Monaco, et particulièrement pour les gens qui y vivent et qui y travaillent, ça permet de s'évader durant tout l'été et toute l'année du reste. Merci Isabelle Drezen d'avoir été notre invitée pour nous présenter le guide Côte d'Azur Monaco du Petit Futé édition 2023-2024. Merci. Elle était très attendue. La première édition a eu lieu en 2017. Elle devait ensuite se dérouler tous les 2 ans. Mais la crise sanitaire étant passée par là, il aura fallu attendre 6 ans pour pouvoir vivre la 2e édition de la Fête de la Danse. Les commentaires ont été unanime après cette soirée. Que dis-je, après ces 24 heures de danse autour du casino? C'est le Focus Info, comme si vous y étiez, de ce journal. Et il est signé Fabien Bonilla, Olivier Bonello et Sébastien Mezzadri. Tout le quartier autour de la place du Casino a été transformé en un gigantesque dance floor à ciel ouvert. Plus de 250 artistes, danseurs professionnels et amateurs s'y sont donné rendez-vous avec pour mission de faire danser le public. Nous sommes le samedi, il est 18h, la fête de la danse est officiellement ouverte par l'initiateur de cette manifestation, Jean-Christophe Maillot. Nous, on danse toute l'année, mais aujourd'hui, c'est vous qui dansez. Vous devenez les acteurs de ce spectacle qui va avoir lieu ce soir. Juste en face de lui, la manifestation débute par un exercice que l'on voit dans les écoles de danse classique, la traditionnelle barre, avec en hauteur des professionnels et en contrebas, des barres installées pour les amateurs qui suivent le cours. Qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi vous êtes là? Tout simplement la passion de la danse depuis que je suis née, et puis la vibration de l'âme tout simplement. Pendant ce temps, dans la salle Garnier, le marathon de danse, il a déjà commencé 6 heures auparavant, le samedi à midi. Ils sont 13 couples au total et les participants ont l'air encore en forme. Ça fait depuis midi que vous êtes là, c'est pas trop dur? Non, ça va. Ça va. L'amour pour la danse et l'amour pour moi. Dehors, le soleil est toujours de la partie, la place du Casino est déjà prise d'assaut, mais derrière également sur les terrasses du côté de la Guinguette, avec là aussi de nombreux concerts et animations, des claquettes, de la capoeira, du tango et autres. 19h, retour sur la scène pour un grand concert avec un spécialiste de la musique des Balkans et plus généralement de la musique du monde, Goran Bregović, avec ses airs entraînants. On lui doit la bande originale de grands films, notamment ceux d'Emir Kusturica, comme Arizona Dream, Le Temps des Gitans ou encore Underground. À la fin de son concert, Goran Bregović a rejoint sur la terrasse du Louis XV le souverain, accompagné de sa sœur, son Altesse royale la princesse de Hanovre, où les organisateurs contemplent eux aussi le spectacle. Cette fête de la danse, c'est un événement très singulier, parce que c'est un spectacle populaire, mais c'est aussi une invitation à ce que tout le monde vienne danser. Donc il y a une interaction entre le public, les spectateurs, et ça représente, je crois, l'image de la principauté. Une terre ouverte, accueillante, dans laquelle les barrières sociales n'existent pas quand on fait la fête. C'est une très belle fête populaire. Voilà, on était déjà à 13 000 personnes donc à 20h15. Donc je pense que voilà, le plaisir de voir Monaco montrer aussi une autre facette. Monaco, c'est le glamour, bien sûr, c'est le bal de la Rose, c'est le bal de la Croix-Rouge. Mais Monaco, ça peut être aussi de très belles fêtes populaires, gratuites. Et donc cette image de Monaco, je suis très heureux que la SBM s'y associe aussi. Le soleil laisse peu à peu sa place à l'ombre et à la fraîcheur, ou en tout cas un tout petit peu plus de fraîcheur. Les styles musicaux s'enchaînent sur la scène, mais aussi en contrebas, tout autour de la place, avec de la musique du monde, parcelle par parcelle. Danse brésilienne, tahitienne, africaine, boogie-woogie, hip-hop, country. Les esprits se sont libérés, la timidité est partie, ça danse de tous les côtés dans des rythmes totalement différents. Il est 22h, la nuit est totalement tombée. Les participants du marathon n'en ont que faire dans la salle Garnier. Cela fait maintenant 10 heures qu'ils n'ont plus vu la lumière du jour. 12 couples sur les tresses de départ sont encore sur scène.
dont ce couple âgé de 92 ans. Comment vous vous sentez? Comment je me sens bien. Ça se voit pas. C'est la passion. Non loin de là, dans l'atrium du casino, une atmosphère inhabituelle, le monde là aussi a envahi le lieu pour assister à de la pole dance. On revient une dernière fois dans la salle Garnier pour la remise des prix. Il est quasiment minuit, cela fait 12 heures maintenant que les participants se déhanchent. Notre couple chouchou a obtenu le prix spécial. Et c'est le couple numéro 18 qui a remporté ce marathon de danse, un prix remis par le prince Albert II en présence de sa sœur. C'est galvanisant en fait. C'est galvanisant. Il y a une équipe très sympathique, une salle magnifique dans laquelle on voulait absolument danser une fois dans notre vie. Franchement. Et puis une passion. Voilà, il va de la danse. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est minuit passé, nous ne sommes plus samedi mais dimanche. Un flash mob vient d'être organisé par un des danseurs des ballets de Monte-Carlo, un flash mob bien suivi par le public. Un des moments forts de cette fête de la danse, le spectacle proposé par Jean-Christophe Maillot, Coréméou, juste devant le casino. Les danseurs de la compagnie des ballets de Monte-Carlo étaient accompagnés en face par Antonio Castrignano et ses musiciens. Ils ont entraîné les milliers de spectateurs dans la région des Pouilles italiennes. À l'issue de la représentation, Jean-Christophe Maillot a rendu un hommage à Alexis Oliveira, le soliste brésilien qui tourne une page de son histoire après avoir passé presque 15 ans au ballet de Monte-Carlo. Mais ce soir, vous avez assisté au dernier spectacle d'un super danseur. Alexis! Après ce moment d'émotion, la fête n'est pas terminée. Pendant un peu plus d'une heure, un DJ a pris le relais pour continuer à faire danser le public jusqu'à 2 h du matin. On parle, sur l'ensemble de la manifestation, de 20 à 30 000 spectateurs. Les corps bougent, les sourires et la joie transpirent sur les visages. Cette deuxième édition semble réussie à tous les niveaux. C'est pas encore fini, mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette fête de la danse? Beaucoup de passion, je crois, beaucoup de joie, beaucoup de partage, quelque chose à la fois de complètement fou et de très serein. Je crois que ça fait du bien en tout cas. Moi ça m'a fait beaucoup de bien, donc j'espère que ça a fait beaucoup de bien aux gens. C'était le seul objectif. C'est absolument magnifique, fantastique, merveilleux, joyeux. Plein d'émotions, de beauté, voilà, c'est ce dont on a besoin beaucoup. Merci à la Principauté, à tous ceux qui ont participé de ce projet magnifique, qui sûrement, ça doit coûter super cher. S'il vous plaît, faites-nous ce cadeau au moins une fois chaque les 2 ans, parce que c'était vraiment magique. Vous pensiez que cette fête de la danse allait se terminer? Eh bien non, toujours pas. Il est 2 h, il n'y a plus de bruit, et pourtant on continue à danser. Chaque participant a un casque, avec 2 DJ sur scène et donc 2 choix musicaux. Des danseurs silencieux ou presque qui se déhancheront jusqu'au bout de la nuit. Le jour se lève sur les terrasses du casino. Après s'être dépensé, voici une matinée pour clore cette fête de la danse. Une matinée détox, une autre façon de mouvoir son corps, avec au programme yoga et tai chi. Il aura fallu 6 ans pour attendre cette 2e édition et ça valait le coup de patienter. Mais il se pourrait que l'attente pour la 3e édition soit moins longue. Peut-être d'ici 2 ans. Mais chut, je ne vous ai rien dit. On n'a rien entendu, mais on est très content de le savoir. Au chapitre sorties et sorties culturelles, toujours notez-le, cette semaine à l'affiche du Fort Antoine, demain mardi à 21 h 30, La bombe humaine par la compagnie Poppy Jones. Il y est question de l'avenir de la planète et du dérèglement climatique. Sur scène, une comédienne, le metteur en scène et 2 musiciennes évoquent ce thème avec distanciation et humour.
Une animation rafraîchissante en cette période caniculaire du 12 au 14 juillet. Vous pourrez découvrir les Monaco Water Games, une expérience unique sur un terrain flottant où les seules limites sont l'eau. Il y aura une journée dédiée aux écoles de rugby le 12 juillet, suivie de 2 journées consacrées au rugby les 13 et 14 juillet, avec un match de prestige le 14, mettant aux prises des stars de l'Ovalie dans un match des légendes. Rendez-vous donc au Yacht Club où vous pourrez y découvrir aussi des animations grand public et des offres de restauration. Et puis le gouvernement met à votre disposition un nouveau téléservice. Il va vous permettre d'inscrire vos enfants au centre de loisirs Albert II pour l'année scolaire 2023-2024. Attention, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 juillet et cela concerne les enfants de 3 à 13 ans scolarisés à Monaco. Nous évoquions les températures caniculaires auxquelles nous devons faire face. Cela va-t-il continuer? Et le ciel restera-t-il au beau fixe demain mardi? Réponse avec vous, Justin Adel. Bonsoir Patricia, la canicule ne faiblit pas en principauté. Après plusieurs jours de forte chaleur et des nuits où la température ne descend pas, le phénomène va durer jusqu'à au moins demain soir. La vigilance orange est donc maintenue. Faites très attention à vous et à vos proches. Concernant les températures, 24 à 29 degrés sont attendus avec un ressenti pouvant aller jusqu'à 35 degrés en milieu d'après-midi. C'est une journée très ensoleillée qui vous attend. Si vous comptez vous baigner, la mer sera elle aussi très chaude. Sa température devrait varier entre 26 et 27 degrés. Le soleil se lèvera à 5h56 et se couchera à 21h14. Demain, nous fêterons les Benoît. Et avec la canicule qui sévit, vigilance donc avec les personnes vulnérables comme les enfants et les personnes âgées, pensez à bien vous hydrater. Et cela a aussi des conséquences sur la qualité de l'air, le seuil d'information de la pollution à l'ozone étant susceptible d'être atteint. Plusieurs recommandations sanitaires ont été émises. Elles concernent les populations vulnérables ou sensibles, ainsi que les usagers de la route ou les personnes souhaitant entreprendre des travaux d'entretien ou de nettoyage. Vous pouvez retrouver ces recommandations sur le site internet et sur les réseaux sociaux du gouvernement. Ce journal touche à sa fin. Nous nous quittons avec ces photos de lycéens heureux et fiers. Tous ont décroché la mention très bien au baccalauréat et ont eu les honneurs d'une réception qui leur était dédiée. Ces clichés ont été pris par Manuel Vitali. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour une nouvelle édition. Très belle soirée à vous.